Quand on voit des choses comme ça, on s'en remet pas si vite. Au début, on a pensé acheter un fauteuil, tout ce qui avait de plus simple. On a pensé acheter une maison, tout ce qui avait de plus original. Mais ça s'est pas passé comme on pensait. Tard dans la nuit, la première nuit dans cette maison, on a commencé à entendre des pleurs. Mais ça s'est intensifié, jour après jour. Toujours, il y avait ce même fauteuil. Il attendait, là, dans l'obscurité. Il était placé toujours au même endroit, juste devant la cheminée. Au bout d'un moment, j'ai entendu les pleurs et les cris, les hurlements. J'ai entendu les chuchotements, les voix dans les couloirs. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Je me suis posé beaucoup de questions, comme par exemple, est-ce que j'entends est réel? Est-ce que ce que j'entends est réel? Est-ce que les cris viennent de dehors ou de dedans? Est-ce que les pleurs sont celles d'un adulte ou celles d'un enfant? Est-ce que les rires d'enfants sont peut-être ceux des voisins? Pour essayer de rationaliser, je me disais que c'était peut-être ceux des voisins. Mais les voisins n'étaient qu'à quelques centaines de mètres. Quand on entend ce genre de choses, beaucoup de questions me passent par la tête. Par exemple, est-ce que ce fauteuil n'était pas qu'un simple fauteuil? Peut-être qu'il est autre chose. Mais ça s'est intensifié. La première fois que je l'ai vue, elle était assise. Elle tapait des doigts sur le bord du... Elle tapait des doigts du bout des ongles sur le bord du fauteuil. Alors je savais qu'on était près de la cheminée. Mais tout autour d'elle, il y avait une odeur particulière. Ça avait l'odeur un peu du feu, du bois brûlé, du cramé, comme quand on jette de l'eau sur un feu. Ça avait la même odeur. Mais ça avait une odeur plus viscérale, comme si on avait brûlé un corps, comme si on avait brûlé un animal. Cette odeur était en train de régner dans la pièce, et la première fois que je l'ai vue, elle avait les doigts qu'elle faisait claquer sur ses hanches. Elle avait des ongles presque aussi épais que des rochers, presque aussi gris que de la roche ou alors de l'écorce de bois. Elle s'est avancée vers moi. Ses pieds étaient tout pâles, ses ongles étaient pareils que ceux des mains. Elle avançait et je pouvais sentir la paume de son pied se mettre contre le sol. Elle m'a pointé du doigt et elle est restée juste devant moi. Au début, j'ai pensé que j'hallucinais, que c'était peut-être juste un reflet, mais je n'oublierai jamais son visage. Son visage, ouais, j'oublierai jamais son visage. Je n'ai jamais eu affaire à un courant d'air. Je n'ai jamais eu affaire à une porte qui s'ouvre. Je n'ai jamais eu affaire à une porte qui claque. Je n'ai jamais eu affaire à me faire bousculer par un énorme coup de vent ou par une force invisible. C'était toujours elle, dans son fauteuil. J'ai continué à penser qu'elle n'était pas là. Mais la fois où je l'ai vue, elle était réellement là. Elle a posé sa main sur mon dos. Elle a mis son doigt sur ma colonne vertébrale, à 3 endroits différents. Et à ces 3 endroits, j'ai eu l'impression qu'à l'intérieur de ma colonne vertébrale, gisait au sol, dans mes bras, sur ma chair, gisait contre mes bras, mes jambes, et surtout, plus qu'autre chose, gisait au sol autour de moi une énorme flaque d'eau à mes pieds, que je pouvais même sentir à l'intérieur de mes chaussures. J'avais l'impression que je rêvais, mais à l'intérieur de moi, sous ma chair, sous ma peau, gisait une énorme
gisait un énorme buisson de ronces que je pouvais sentir, m'empêchant de bouger mes bras. Au début, j'essayais de rationaliser. Et je me disais, ce n'est qu'une tétanie, ce n'est que de la tétanie par la peur. Mais j'ai finalement réussi à bouger. Elle tournait autour de moi, elle me regardait. Ses yeux n'étaient pas comme on pensait. Son visage était parfaitement humain, mais sa peau était beaucoup trop noire. Était beaucoup trop noire, presque trop noire pour pouvoir ressembler, presque trop noire pour pouvoir ressembler à un esprit ou à un démon. C'était même si chaque trait de son visage avait été effacé. J'avais l'impression d'avoir devant moi une ombre vivante, une ombre debout sur ses deux pieds, qui me regardait et avait la capacité de bouger. Le plus terrifiant, ça restait ses yeux. Ses yeux restaient le plus terrifiant. Ils restaient les plus terrifiants. Deux petites billes de lumière, presque comme si, à travers cette ombre, on avait percé deux trous au niveau de son visage. Comme les traits avaient été effacés, on entendait sa respiration. Mais comme les traits de son nez, de son visage, du dessus et du dessous de ses yeux, de ses rides, de ses fossettes, de ses pommettes, et la forme de son visage avait été effacée, je ne voyais que ses épaules, son cou. Je n'apercevais qu'une forme qui avait la forme d'une tête, avec des longs cheveux noirs, mais je ne voyais pas ses cheveux. Je ne voyais pas la limite entre ses cheveux. Je ne voyais pas la limite entre ses yeux, ses pommettes et ses joues, et je n'arrivais même pas à apercevoir sa bouche, car sa bouche, j'entendais sa respiration, mais elle ne l'ouvrait jamais. Elle restait tout le temps statique, et ne bougeait jamais les bras. Le jour où j'ai entendu des pleurs, je l'ai vue. Le fauteuil s'était incliné un peu vers la droite. Elle gardait sa main près du feu. Sa main s'est mise à brûler, mais les flammes ne faisaient aucun effet sur elle. Tandis que moi, j'étais en train de la regarder, tétanisé par la peur. Aujourd'hui, si je porte un gant et que je vous le montre, c'est parce que c'est elle qui m'a brûlé. Lorsque sa main s'est mise à brûler, qu'elle a avancé sa main vers les flammes toujours plus, je ne m'en rendais pas compte, tétanisé par la peur. Mais les flammes m'ont touché. Elles m'ont touché non seulement sur la peau et ont fait fondre la peau de ma main, mais m'ont touché non seulement aussi au plus profond de mon âme. Un soir, je l'ai vue assise sur une autre chaise. J'étais en train de dormir et je sentais une présence lourde et oppressante. Comme si j'avais l'impression que le plafond s'était effondré sur mon lit. En plus de ça, je dormais dans un lit baldaquin. Je regardais mon lit baldaquin. Je regardais le dessus et les rideaux qu'il y avait tout autour, et j'apercevais cette silhouette dans le fauteuil, entendant d'abord simplement le fauteuil grincer, se balancer d'avant en arrière. Je me disais, c'est elle. J'ai tiré les rideaux de mon lit baldaquin, et je n'ai rien vu. La deuxième fois, j'ai fermé les yeux, au moment où je commençais à m'endormir. Au moment où je commençais à m'endormir, quand je commençais à fermer les yeux et à tomber de sommeil, j'ai vu sa silhouette. Elle a ouvert les yeux, et finalement, j'ai entendu le fauteuil se balancer. Là, j'ai aperçu ses petits yeux brillants, qui me regardaient, ronds comme des billes mais tout petits. Elle me paraissait irréelle, mais tellement fantomatique, qu'elle me faisait froid dans le dos. Même la couverture n'arrivait pas à me réchauffer. J'avais l'impression de sentir un courant d'air qui régnait à l'intérieur, sous ma couverture, juste au-dessus de mon corps. Je me suis réveillé à minuit ce jour-là, pour aller, pour aller voir le fauteuil. J'ai été voir le fauteuil, je l'ai déchiré à coups de cutter, quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. Là, tout s'est intensifié. J'ai commencé à retrouver des morceaux par terre, des morceaux de verre. J'ai commencé à retrouver des morceaux du fauteuil un petit peu partout, comme si elle me criait un message. Reconstruis-le, reconstruis ce que tu as fait.
Un jour, au pied de mon lit, je me suis levé. Un paquet d'aiguilles avait été renversé. Toutes les aiguilles ont été ont été enfoncées dans mon pied. Il y avait une petite note sur laquelle il était écrit reconstruis-le. Mais c'était déjà compréhensible. Elle avait laissé du fil un peu partout autour des aiguilles. Elle voulait que je rafistole le fauteuil, que je refasse chacune des fissures que j'avais faites avec un cutter ou avec une lame de ciseaux. Elle voulait que je refasse le fauteuil. Mais moi, je ne voulais plus la voir. Elle s'en était allée. Et le jour où j'ai refait le fauteuil, je me suis dit je vais le refaire, mais je vais le laisser dans la cabane. Je l'ai laissé dans la cabane. Pendant un long moment, elle a disparu. Mais un soir, j'ai réentendu pleurer. Je me suis réveillé, et elle était revenue. J'ai pensé qu'elle était partie, mais elle était revenue. Elle était toujours là, et elle pleurait sur son fauteuil. Un jour, j'ai allumé un feu. Elle ne cherchait que ça, en fait. Allumer un feu. Lorsque j'ai allumé un feu, il y a eu une longue volée d'air. Les flammes se sont enfoncées dans la cheminée. Et je n'ai plus entendu de pleurs, de cris, ni même pu voir sa présence sur le fauteuil. La seule marque qui me reste d'elle, c'est ce feu et ma main qui est complètement brûlée. Ça a commencé par des événements très simples. Ça a commencé par des événements qui étaient très simples. Au début, les appareils électroniques commençaient à se mettre en route tout seuls la nuit. La nuit, je devais me lever pour éteindre le mixeur. Ensuite, ça a commencé par s'intensifier. Le four a commencé à Le four a commencé à s'allumer la nuit, tout seul, alors que alors que la porte du four était ouverte. Il y avait une odeur de cramé et de brûlé à l'intérieur de toute la maison. Quand il se passe des choses comme ça, le premier réflexe humain, c'est de se demander si quelqu'un est rentré chez toi. Ensuite, ça s'est intensifié. Et là, on se pose pas mal de questions. On se demande, est-ce que c'est vraiment la faute d'un humain? Est-ce qu'une personne a les clés ou la possibilité de rentrer chez moi? Un soir, il y avait un courant d'air dans toute la maison. Il faisait extrêmement froid. Il faisait extrêmement froid. Beaucoup plus froid que je pouvais l'imaginer. Je suis arrivé, et là, ce que j'ai vu, je ne peux d'ailleurs toujours pas l'expliquer. Toutes les portes, toutes les fenêtres, toutes les portes coulissantes étaient ouvertes. Il y avait de la terre à l'intérieur de la maison. Chaque tiroir était ouvert, tous. Le micro-ondes était ouvert, il chauffait. Le four, lui, était ouvert aussi. Il chauffait, et sur les côtés, ce vieux four, avec encore des lampes chauffantes, était tout rouge. Je pouvais les apercevoir, encore en train de brûler. À l'intérieur, il n'y avait rien, mais ça sentait la chair fraîche, la chair brûlée. Un peu comme lorsqu'on met un repas, un peu lorsqu'on, lorsqu'on met un repas au four, genre un rôti ou un poulet. Ça sentait la même, ça sentait la même odeur, une odeur de, une odeur de poulet, de viande morte, en train de brûler, de cramer. Je ne pouvais pas expliquer ce que j'avais ressenti.
Mais évidemment, quand on voit ce genre de choses, après que les portes se soient ouvertes toutes seules, que quelque chose ait fait effraction chez soi, on se demande si c'est pas un humain. Une mauvaise blague que quelqu'un continue à faire. Mais lorsqu'on voit des odeurs persistantes, des odeurs nauséabondes, comme par exemple cette odeur de viande morte, de viande pourrie, et cette présence assassine qui rôde autour de la maison, le premier réflexe, évidemment, c'est d'installer des caméras. À l'intérieur, d'installer des caméras pour voir les mouvements, et aussi d'installer des caméras à l'extérieur, des caméras nocturnes. Un soir, alors que j'avais entendu un bruit, je me suis réveillé. Je me suis réveillé et je suis sorti. J'ai pris une lampe, tout ce que je pensais être de plus original, mais en allumant la lampe en bas, c'était une lampe UV, une lampe ultraviolet. J'ai continué à marcher avec cette lampe ultraviolet. Elle éclairait que très peu, mais elle disait la vérité sur ce qui s'était passé. Des pas, des traces de pas et de pieds étaient éclairées au sol, des mains sur les murs. La grande télé, la grande télé, l'écran plat qu'il y avait contre le mur dans le salon, s'est alors mis à s'allumer tout seul. Au début, comme des grésillements, comme quand un poste ne fonctionne pas, comme quand un poste télé ne fonctionne pas très bien. Au début, juste des parasites, des grésillements que j'entendais, et derrière ces parasites, je pouvais entendre une voix floutée, une voix étouffée, étouffée par les parasites et par le poste qui revenait de temps en temps. J'ai éteint l'écran plat, je l'ai débranché, je l'ai rebranché et remis à sa place, et j'ai essayé de rallumer la télé pour mieux comprendre. Encore aujourd'hui, je me demande pourquoi est-ce que j'ai fait ça. La radio s'est allumée tout seul, l'enceinte, l'enceinte qu'il y avait juste en dessous, l'enceinte pour le son s'est allumée. Une voix étouffée en est sortie. Encore une fois, à l'arrière, j'entendais des parasites. Mais je me suis souvenu, cette nuit-là, quelque chose qui n'était pas humain avait clairement attaqué notre maison. Je suis monté rejoindre mon lit et quelque chose est apparu devant moi à la porte. La porte s'est ouverte, j'ai vu une silhouette fantomatique. Elle avait des longs cheveux gras, des longs cheveux mouillés, et elle me regardait. Elle était bleue. En même temps, elle avait l'air vivante et avait l'air d'être palpable. Mais en même temps, quand elle était bleue et qu'elle avait l'air d'être palpable, elle ressemblait à une image tout droit sortie d'une télé ou d'un écran plat qui grésillait. Elle ressemblait à une image tout droit sortie d'une télé, comme si elle était, comme si elle était virtuelle, comme si elle avait été faite avec les graphismes d'une télé. C'était difficile à dire. Elle ressemblait à une image qu'on avait sortie d'une télé. Et elle me regardait. Elle avançait et ne parlait pas. Elle disparaissait, mais dès qu'elle passait dans un couloir, les cadres se fissuraient. Les cadres se fissuraient tout seuls. Les vases éclataient. L'eau par terre commençait. L'eau par terre commençait à interagir avec son corps, à faire des petites brides d'électricité
et parfois même à prendre feu. Elle était partout dans la maison. On l'entendait à travers le réveil, à travers notre GSM quand il sonnait. Parfois je le décrochais, c'était une amie, et je disais allô, mais ce n'était pas mon amie qui répondait, c'était cette voix. Et j'avais pourtant l'impression qu'elle n'était pas là, qu'elle était déjà partie. Je me sentais rassuré, j'avais les caméras avec moi. Mais cette chose continuait encore et encore à me persécuter, à me pousser dans les escaliers. Longtemps j'ai vécu avec cette chose. Je me réveillais pendant la nuit. Elle ouvrait une porte, j'étais percuté par la porte contre le mur. Une chose invisible me poussait dans les escaliers. J'ai franchi les escaliers. J'ai franchi les escaliers et par-dessus, je suis tombé par-dessus les escaliers. Je tombais sur toutes les marches. J'ai senti chacune des marches sur moi. Quand on ressent ce genre de douleur et qu'on voit ce genre de fantôme qui se sert des éléments électriques de ta maison et de ce qui est censé être le plus rassurant, les caméras et le système de caméras que tu as installé, tu te poses pas mal de questions. Mais tu hésites à appeler la police. Parce que est-ce que ta version des faits va réellement être prise au sérieux? Lorsque j'ai Lorsque j'ai éteint la télé, que j'ai débranché la télé, que j'ai débranché le code Wi-Fi, que j'ai changé, que j'ai débranché tout ce qu'il y avait d'électrique dans la maison, nous ne vivions plus que de nous ne vivions plus que de livres et d'occupations sans GSM, sans télé, sans PC, sans rien. Nous ne vivions plus qu'à la bougie, comme dans l'ancien temps. On avait tout retiré, et elle a disparu pendant un temps. Jusqu'à ce qu'un électricien était venu et entende des voix floues lorsque je lui avais demandé de tout rebrancher. J'ai aidé cet esprit le jour où le technicien a tout rebranché. Quelque part, en vivant sans électricité, elle avait trouvé une issue. Je ne sais pas si elle était prisonnière du courant électrique, ou quoi que ce soit, mais elle avait disparu. J'entends encore sa voix à l'intérieur de ma tête. Je la revois encore. On avait acheté cette maison, mais c'est pas elle que je revois. C'est pas la maison. Au départ, on pensait avoir acheté une maison normale, comme toutes les autres. On pensait que c'était une simple maison au bord d'un lac, mais il y avait quelque chose de pas normal. Dès que je suis arrivé, j'ai senti que quelque chose allait virer vers le malheur. J'ai senti qu'on allait peu à peu sombrer dans quelque chose qu'on n'allait pas comprendre. Et c'était un ressentiment normal. C'était une intuition. J'avais raison. Le lendemain, après le premier jour, le lendemain, on a commencé à voir apparaître des formes. Au début, des visages noyés dans l'eau, des visages noyés dans les formes des vagues. C'était un lac dans lequel il n'y avait pas vraiment de courant. Dans le lac, il n'y avait pas vraiment de courant. Dans les formes des vagues, j'arrivais à voir des visages qui me regardaient, qui hurlaient. Alors au départ, rien de dangereux. Puis à l'intérieur de la maison, dans certains endroits,
dans certains couloirs, des flaques d'eau, et le sol qui commençait à se creuser petit à petit, de la pourriture sur les meubles en bois, et petit à petit, de la pourriture sur les vitres, de la pourriture qui poussait partout. Une sorte d'odeur de froid, comme dans la forêt, une odeur de frais. Et dehors, il y avait toujours cette silhouette, au milieu du lac. Elle attendait, et elle tournait la terre vers la baie. Elle tournait vers la terre, vers la baie. Elle me regardait, assis au bord de la baie, de la jetée de la maison. Elle tournait la tête et regardait la terre. Je n'avais aucune idée de qui elle était, ce qu'elle voulait, ou même qui il était. Je ne savais pas si c'était un esprit, un démon, ou une entité. Je n'en avais aucune idée. En habitant dans cette maison, j'ai eu l'impression qu'elle me voulait quelque chose. Un soir, elle est apparue, dans ma chambre. Elle avait le visage mouillé. Elle a ouvert grand la bouche, et de l'eau est tombée en masse de sa bouche grande ouverte, sa mâchoire déplacée, sa mâchoire qui était déplacée, assez cassée et fissurée en deux pour que je puisse remarquer ses dents et la fissure qu'il y avait dans sa mâchoire. Sa peau était presque transparente, comme si elle était restée trop longtemps sous l'eau. L'eau tombait, même à travers sa bouche et sa langue. Quand on voit ce genre de choses, on se pose des questions. Est-ce que je suis toujours dans mon rêve? Est-ce que j'hallucine? Est-ce que je suis menacé? Parce qu'elle ne me montrait que des choses effrayantes, ne faisait apparaître que des choses. Elle n'était jamais trop en contact avec moi. Un jour, elle m'a poussé, elle m'a traîné vers le lac. Un jour, elle m'a poussé dans les escaliers. En voulant me relever, la porte s'est ouverte, et elle était là. Elle m'a pris par les jambes et m'a traîné dehors. Je me suis cogné contre la paroi de la porte. Quand on se fait traîner, quand on se fait traîner comme ça par quelque chose qu'on ne peut pas comprendre et qu'on ne peut pas et avec laquelle on ne peut pas communiquer, lorsque j'ai senti sa main lorsque j'ai senti sa main au-dessus de mon pied sur ma jambe, sa main était humide et froide. Elle m'a tiré vers le lac et elle m'a traîné dans l'eau avec elle. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression d'être traîné au fond du lac, mais je ne sentais plus sa main, parce que sa main était aussi humide que quand on passe notre pied ou quand on s'immerge dans une baignoire. Chaque soir, quand j'allais prendre un bain, ou alors chaque soir quand je me mettais sous l'eau, je me mettais à réfléchir, et j'avais peur que derrière moi, devant moi, elle apparaisse. Longtemps, elle a commencé à me tourmenter. Elle me tirait du lit le soir, me jetait par terre, et j'atterrissais dans une flaque d'eau. Dans la flaque d'eau, je voyais des reflets d'âmes perdues et de visages de personnes qui étaient enfermées à travers les reflets de cette flaque d'eau, qui n'étaient pas là avant. Elle m'a traîné dans les escaliers. Et à mon avis, c'est ce que je pense, à mon avis. Elle voulait me montrer quelque chose dans le lac, une chose qu'elle avait certainement perdue. Alors un jour, je me suis dit, en prenant mon bateau, sur le côté, il faut que j'aille fouiller. J'ai arrêté le bateau au milieu du lac, et j'ai été fouiller, j'ai plongé. Sans corde, sans rien, quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. Elle m'a attiré à la profondeur et m'a montré un coffre. Je l'ai ramené, en me débattant avec elle, je l'ai ramené à la surface. Je l'ai ouvert, un squelette à l'intérieur, avec encore dessus une robe toute déchirée. Un briquet à gaz qui ne fonctionnait plus. Une lampe à huile, lorsque j'ai ramené tout ça sur la baie, que je les ai répartis à l'intérieur et déposés en décoration dans la maison. Elle était là de manière beaucoup plus fréquente. Mais quand finalement, la lampe à huile, je l'ai jetée. Quand la lampe à huile, finalement, je l'ai jetée dans le lac,
et que chacun de ces objets, le squelette, a été rendu à un musée. Quand le squelette a été rendu à un musée, qu'un dossier d'archives a été fait sur elle, et que j'ai utilisé cette lampe et ce briquet, elle est partie. Elle n'est plus jamais revenue. Mais elle a laissé une empreinte en moi. La peur panique de l'eau. Depuis, je ne peux plus jamais m'approcher d'un lac, ne serait-ce que de mon bateau. Je me suis retrouvé dans cette maison. Et ce que j'ai vécu là-bas, je ne l'oublierai jamais. Je ne l'oublierai jamais autant, je crois, que mon corps ne l'oubliera jamais. Je crois que mon corps ne l'oubliera jamais non plus. Ce que j'ai vécu là-bas, j'étais simplement parti avec une amie. J'étais parti avec une amie. Mon amie, elle, a fait le tour de la maison pour voir si c'était assez sécurisé, si on pouvait y rester une nuit. Pendant que moi je frappais à la porte, un homme m'a ouvert. J'ai entendu la porte s'ouvrir et j'ai vu l'homme. Il était encore caché dans la pénombre. Il était encore caché dans la pénombre. Quand j'ai vu l'homme, il m'a laissé entrer. Au début, il montrait une partie de lui, une facette de lui, très charmante, amicale. Je me suis dit qu'il était certainement gentil et qu'il vivait là depuis longtemps, tout seul, que à partir de là, peut-être qu'il avait enterré tous ses frères et sœurs. Je me suis dit que il ne se passait rien d'autre que ça. Mais à un moment, quand je me suis assis sur le fauteuil sur lequel il m'a proposé de m'asseoir, j'ai entendu un hurlement. J'ai levé la tête, j'ai regardé derrière moi. Ce hurlement, je l'avais reconnu. C'était celui de mon ami. C'était celui de mon ami, ce hurlement. Quelques minutes après, je me suis réveillé dans une cave. Captive, enfermée, séquestrée, dans une cave, tout au fond. Ce n'était même pas une cave comme toutes les autres, avec un escalier et avec une porte qui donne vers l'extérieur. C'était une sorte de cachot. Un cachot avec des murs fissurés. Avec un sol sale et humide, comme dans les salles de bain. J'étais enchaîné par le cou. J'avais les mains enchaînées au sol. Par les poignets, j'avais les mains enchaînées au sol. Je pouvais pas bouger. Mes poignets étaient mauves, tellement ça me serrait. Le sang passait presque plus dans mes veines. Presque plus. J'étais à bout de souffle, à bout de nerfs. Le sang ne passait plus dans mes veines. Je sentais mes bras me lâcher, mes épaules me lâcher. Ma colonne vertébrale était lourde. Quand on vit des expériences comme celle-ci, quand on voit ces poignets comme cela, qu'on les voit mauves, et qu'on sent que notre sang ne coule plus dans nos veines, il y a une seule question qui nous passe par la tête. Est-ce que je vais sortir vivant? Est-ce que je vais sortir vivante de là? Est-ce que je vais trouver un moyen de m'enfuir? On lève les yeux. Au bout d'un moment, enfermé dans un cachot comme celui-ci, où au-dessus il n'y avait qu'une trappe. Une sorte d'énorme porte en métal, avec plusieurs loquets et plusieurs chaînes qui renfermaient la porte vers l'intérieur. Je me suis dit que peut-être un jour je réussirais
à me défaire de ce qui me raccrochait au sol. Je me suis dit qu'un jour, la douleur deviendrait tellement intense que l'adrénaline la ferait disparaître. J'attendais assis contre le mur, mon dos était glacial. J'étais enfermé à quelques mètres au moins, de la surface, et j'étais enfermé. Mon dos était glacial à tel point que je ne sentais plus rien. Ma colonne vertébrale, elle, était courbée vers l'avant. Quand on est courbé vers l'avant comme ça, qu'on peut pas bouger ses doigts, qu'on peut pas bouger ses jambes, qu'on peut pas bouger son corps, il y a une seule chose qui nous passe par la tête. Lorsque je sortirai d'ici, cet homme paiera très cher. Mais surtout, ce qui nous passe par la tête, plus qu'autre chose, c'est cette question. Est-ce que je vais survivre? Chaque soir, il ouvrait la trappe. Je remarquais mon corps changer, ma peau devenir plus verte, plus blanche, plus transparente. Pendant les quelques minutes où il ouvrait la trappe, ma peau qui était plus blanche, plus transparente, j'apercevais mes os sous ma peau si j'appuyais très fort, et mes veines. Le sang ne coulait plus directement dans mes veines, mais coulait très légèrement, avec des bulles d'air. C'est pour ça que je voyais flou parfois. Il jetait du sang par terre, avec des tripes et des viscères, dans un pot. Il nous regardait, avec un sourire aux lèvres, avec un grand sourire aux lèvres. Et ensuite il a refermé la trappe. J'étais à nouveau dans le noir. Pour manger, pour me nourrir, je devais m'avancer, me coucher sur le sol, et lécher le sol, avec ma propre langue. Me nourrir, je ne pouvais pas, j'étais accroché. Donc il fallait que je me serve de mes dents, de ma mâchoire. Un jour je suis sorti, il m'a fait sortir, mais il m'utilisait comme un chien de chasse. Il m'a enchaîné dans son salon. J'ai été retenu dans son salon, captive, enchaîné à une poutre, avec des vieilles chaînes rouillées. Il m'a accroché les mains l'une à l'autre avec un vieux clou. Avec des vieux clous, il m'a accroché les mains l'une à l'autre. J'ai été retenu captive, mais un jour on m'a retrouvé. Et cette question, de vie ou de mort, est-ce que je sortirai de là un jour, a finalement disparu. Au poste de police, on m'a soigné, j'ai regardé les blessures sur mes mains. Et aujourd'hui, je suis marqué d'un traumatisme, des endroits clos, des endroits fermés, et marqué de 2 traces sur les paumes de mes mains et sur le dos de mes mains. Ces vieux clous, je m'en souviendrai toujours, du crissement qu'ils faisaient quand j'essayais de dégager mes mains. Je ne sais pas ce que cet homme voulait, ni qui il était, ni même encore s'il était humain. Parce que qui pourrait faire vivre ça, même à son pire ennemi? Chaque matin quand je me lève et que je vois ces marques, je me souviens du temps que j'ai passé là-dedans. Au bout d'un moment, tu commences à perdre la notion du temps. Tu ne te rappelles plus du soir, du matin, de quel jour on est. Les années, défilent différemment. Pour toi, la nuit, c'est presque tout le temps. Le jour, ce n'est presque jamais. Et tu as cette impression que le temps n'existe finalement plus au bout de quelques semaines. Tu te dis qu'il s'agit de quelques semaines, mais à la surface, tu imagines qu'il s'agit de quelques années. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais maintenant que je suis libre, les espaces clos me terrifient, les clous rouillés, et bien d'autres choses. Le noir me terrifie. Je ne sais pas qui il était, ce qu'il voulait,
Mais j'ai réussi à sortir de cet enfer.